Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Pour réaliser une émission comme La France Libre, nous avons une obligation. Oui, l'essentiel pour que cette émission puisse se dérouler correctement. Je veux évidemment pas parler de vous derrière l'écran. Essentiel pour donner un sens à nos 3 rendez-vous de la semaine. Pas de jaloux, car je parle autant des auditeurs que ceux qui œuvrent au bon déroulement du CNTF-CH. Bonsoir à tous. Excellent début de soirée. Bienvenue Philippe, bienvenue Jean-Pierre, bienvenue à vous. La France Libre, ça démarre maintenant. Wow, ça démarre maintenant sur les tombeaux ouverts à tombeaux ouverts. Donc c'est très bien. Alors moi, je voudrais juste ouvrir justement par la politique étrangère ou très voisine, qui est l'Allemagne. On va parler rapidement du fait que Olaf Scholz, donc le président de l'Allemagne, perd le vote de confiance des députés, ce qui conduira tout le monde à l'ouverture d'élections législatives. Donc on se tourne vers un scénario un peu à la manière française. Donc on se rend compte également que les plaques tournantes de l'Europe, que sont la France et l'Allemagne, sont en proie aux mêmes dissensions, et que l'hémicycle législatif est en train de se rebrasser au profit de forces différentes de celles d'avant, évidemment, qui ont mené Olaf Scholz, en l'occurrence, au pouvoir. Donc, il risque de le perdre, ce pouvoir, un petit peu comme M. Macron aurait pu ou aurait dû, selon certains, démissionner, ce qui ne s'est pas fait. Et donc, il a choisi encore un nouveau Premier ministre qui va faire exactement la même chose que le précédent et qui très probablement va aboutir au même résultat. Donc, on verra bien. Ayons des bonnes ondes vis-à-vis de Monsieur Bayrou, donc qui vient de rentrer, qui vient d'arriver, dont on souhaite qu'il puisse redresser un tant soit peu la France. Mais je pense qu'il faudra plus que lui et ses méthodes pour y arriver. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Donc voilà, ce que je voulais dire, et je te laisse la parole, Sylvain. Ouais, tu viens de parler de Monsieur Bayrou. Justement, c'est l'actualité en images que l'on va regarder tout de suite. Le président de la République fait un choix qui est un choix, moi j'estime courageux. C'est un choix courageux qui dit on est dans une impasse, les Français vont sortir de cette impasse. On est devant une situation qui est une situation simplement mensongère. Et il faut que des gens étant un peu équilibrés rappellent ça. Personne n'a gagné cette élection. D'une certaine manière, mais il y a quand même eu un premier. Tout le monde les a perdus. Non, il n'y a pas eu de premier. Au premier tour, le premier, c'est le Rassemblement national, qui a d'ailleurs le groupe le plus nombreux à l'Assemblée nationale. Et au deuxième tour, le premier, c'est tous ceux qui ont dit « nous ne voulons pas du Rassemblement national ». Personne. Donc c'est le Front républicain qui a gagné. Absolument. Personne qui a gagné. En tout cas, qui a empêché quelque chose qu'ils considéraient et que nous considérions tous comme un danger pour la France. Il a sûrement raison sur le fond, monsieur Bayrou, mais pareil. Il a une vision des choses qui est vraiment spéciale. Heureusement qu'il est là pour remettre de l'ordre dans les choses. Il remet l'ordre dans les choses, mais il a oublié de parler de la forfaiture qui s'est passée en Roumanie avec des institutions purement démocratiques, normalement, et que quand on veut effectivement ne pas perdre, il y a une solution toute simple, c'est d'annuler l'élection. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas pensé. Parce qu'on avait également la solution avec Monsieur Bayrou, et ça c'est lui qui le dit dans une interview précédente, que dans ce qui concerne la vaccination, il a eu le sentiment, depuis le début de la pandémie, que cette vaccination allait et devait devenir obligatoire. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a profondément ancré en lui. Or nous savons aujourd'hui que tout ça, toute cette pandémie, cette confinement, tout ça a été battu en brèche, a été contredit par les journaux et pas simplement par des journaux, mais aussi par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, par exemple, qui a dit que tout ça était du pipeau, que rien n'avait été conforme à ce qui avait été exprimé. Et même Monsieur Bayrou, lui, il savait depuis le début que ce serait obligatoire sous un bref délai. Or aujourd'hui, il n'est plus obligatoire, Dieu merci, et je pense qu'elle ne le sera plus jamais compte tenu du contexte par rapport à ce qu'on découvre tous les jours sur les faillites de la vaccination. Voilà. Moi, je voudrais surtout qu'on rappelle les 30 000 personnes décédées en EHPAD suite à cette fausse pandémie. Voilà, je voudrais simplement avoir une petite pensée. Allez, on va démarrer. Pour ma part, je pense que ceux qui étaient pour la vaccination auraient dû s'appliquer toutes les doses de ceux qui étaient contre. Ça aurait résolu le problème très rapidement. Ils auraient été en super santé quand les autres auraient déchu. Enfin, voilà. Bon, alors voilà, sans commentaire supplémentaire. Est-ce qu'on peut passer au sujet alors maintenant? Ah oui, alors il faut que j'attrape la personne qui fait les sujets parce que franchement, celui de ce soir est quand même cocasse. Allez, j'y vais. Je me lance. Casser des briques,
des BRICS, hein, j'ai bien dit BRICS, pour de nouvelles montagnes russes. Waouh, mais c'est des poètes qui sont à la manœuvre chez nous ce soir. Bon, on va dénoncer personne et on va assumer. Casser les BRICS pour de nouvelles montagnes russes, effectivement, ça fait allusion évidemment à tout ce qu'on a pu voir et entendre sur l'invasion de la Syrie par à la fois des troupes turques et un groupe de djihadistes terroristes identifiés plus ou moins, en tout cas sortis du placard parce qu'ils existaient sous d'autres noms il n'y a pas si longtemps, et qui ont pris le pouvoir, tout simplement, qui ont pris le pouvoir, sachant que monsieur Bachar el-Assad, eh ben, lui, il a fui. Il a fui comme Louis XVI avait fui à Varennes, avec un peu plus de chance que Louis XVI, parce que lui, il s'est pas fait attraper à la frontière. Mais il a fui, il a laissé son peuple, et il a surtout laissé son armée. Voilà. Alors, il semblerait qu'il y ait eu, auparavant, avant cet événement remarquable, il semblerait qu'il y a eu des entretiens entre les pays tels que les États-Unis d'Amérique, la Russie avec la représentation de monsieur Lavrov, qui est le ministre de la guerre, hein, chez eux, des Affaires étrangères pour être précis. Il y a eu également la Turquie, il y a eu les pays, les Émirats Arabes Unis, il y a eu l'Arabie et il y a eu le Qatar. Et qu'est-ce que j'oublie? Évidemment, j'oublie Israël, hein, bien sûr, qui avait son poids dans la balance. Et quel poids a été mis dans quelle balance? C'est ce que nous ne savons pas. Mais il se trouve que quelques jours après cette réunion majeure, à l'évidence, eh bien, la Turquie s'est sentie autorisée ou carrément a été autorisée à envahir la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Syrie est-elle tombée en moins d'une semaine, là où elle avait résisté plus de 13 ans? Est-ce que ça correspond à un épuisement? Est-ce que ça correspond, voilà. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Voilà. Mais ça, cette déflagration, en quelque sorte, politique en tout cas, hein, parce que les déflagrations militaires, ils en entendent tous les matins et tous les soirs et tous les midis. Cette déflagration politique, elle marque quoi? Elle marque la prise de volonté de dépecer tout simplement la Syrie et d'aller y récupérer ce que chacun des belligérants a envie d'aller récupérer en Syrie. Par exemple, la Turquie, ça fait des années que la Turquie dit nous n'avons jamais signé les accords qui ont réduit l'Empire ottoman dans les années 1920, qui ont réduit l'Empire ottoman de telle et telle façon que nous Turcs, eh bien on a été amputés et on a attribué à la Syrie ce qui nous appartenait à nous. Donc on veut reprendre ce qui nous appartient. Donc chacun veut aller chercher en Syrie quelque chose qui lui appartient. Les Israéliens raisonnent de la même façon en disant mais nous on veut le grand Israël et tout ça c'est messianique. Donc cette partie-là de la Syrie c'est chez nous. Et que je sache, l'Israël, pour bien s'assurer que c'est chez eux, ils massacrent absolument tout le monde là où ils passent. Ils ont détruit les bâtiments, ils attaquent les villes comme s'il y avait des résistants derrière, alors que l'armée syrienne a levé le drapeau blanc et ne combat plus. Donc il n'est plus question que de destruction. Voilà. Et pardonnez-moi. Alors des pays comme les États-Unis d'Amérique, et on va parler aussi de la Russie. La Russie a un lien quand même particulier avec évidemment la Syrie, puisque ça fait quelques années déjà que la Poutine était garant de la sécurité de la Syrie. Alors pourquoi il était garant? Parce qu'il avait les bateaux qui étaient pas très loin. Il avait les bateaux à Latakia, qui est une ville syrienne. Et dans cette ville syrienne, il y a aussi Tartous, qui est une autre base militaire, et on voyait des bateaux russes, et des porte-avions russes, et des avions russes, etc. Et donc, fort de ça, eh bien, évidemment, personne n'y mettait les doigts parce que c'était une zone qui est de faible équilibre, qui ne pouvait être maintenue dans cette demi-paix, on va dire, qu'à condition que les grandes puissances en soient d'accord, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et la Russie. Si la Russie n'avait pas été d'accord, il n'y aurait pas eu d'attaque de la Syrie par les Turcs. Si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas été d'accord, il n'y aurait pas eu d'attaque par les Turcs de la Syrie. Voilà la conclusion des experts. Voilà. Alors, nous avons considéré à tort que la protection de la Syrie par la Russie allait de soi. Mais non. On a visiblement on s'est trompé, hein, il y a eu un missuite là. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie avait déposé des bateaux, comme je l'ai dit, déposé des bateaux, des avions, des porte-avions, mais uniquement dans une base militaire qui sert de relais entre Moscou, enfin disons la Russie, et tout simplement l'Afrique.
au plein sud. Hein. Voilà, il fallait un tremplin pour atteindre l'Afrique. Après, le tremplin suivant, je ne sais pas, il est quelque part du côté du Tchad ou du côté de la Libye, pourquoi pas, je ne sais pas exactement, mais peu importe. Donc l'important, c'était ça, c'était de pouvoir, pour les Russes, hein, c'était de pouvoir effectivement avoir ce relais, mais c'était en aucun cas une base pour défendre la Syrie ou le Moyen-Orient. Donc, à un moment donné, bien que M. Bachar el-Assad fût son ami, visiblement, hein, eh bien, il a dit non, on peut plus tenir. Bachar el-Assad a dû lui dire là, c'est soit tu interviens, tu fais la guerre avec moi, parce que moi, mon armée, elle est exsangue. Il n'y a plus rien. Elle était creuse. Il n'y avait plus grand-chose hein, au niveau de la Syrie, au niveau de l'armée syrienne depuis 13 ans de guerre quand même. Hein. Et la Syrie n'a pas. Alors la Syrie a des ressources naturelles que tout le monde guette. Elle a le gaz, elle a le pétrole. Bon, on aurait pu aussi avoir des mines d'or, mais ça se limite à ça. Ça se limite à ça pour l'instant. Et que toute la région, et on en parlera en conclusion, est en fait une mine non pas d'or, mais une mine de pétrole et de gaz. Alors que ce soit la région du côté de la Syrie, que ce soit des zones de passage où il n'y a pas spécialement de gaz et de pétrole, mais où il y a des pipelines qui passent, donc il s'agit de les surveiller, voilà. Et puis il faut trouver les zones de taxes, à quel endroit on va taxer et pourquoi et combien. Donc voilà, donc tout ça est une économie générale qui tourne entre elles, et puis chacun attend le maillon, quand on dit le maillon faible de cette chaîne, soit suffisamment faible pour qu'il puisse être attaquable sous un prétexte ou sous un autre. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce s'est-il passé pourquoi est-ce que la Turquie a pu agresser la Syrie? Tout simplement parce que la Russie, probablement lors des discussions de la semaine précédente, avait laissé le feu vert hein, de façon très diplomatique en disant on bougera pas, on fera mais on bougera pas. Alors il y a eu un pays qui a raisonné exactement de la même façon que la Turquie, c'est-à-dire qu'il est allé demander aux grands frères américains s'ils pouvaient attaquer le Koweït. Et on lui a répondu ni oui ni non, et ce qu'il a interprété en termes, ce que M. Saddam Hussein à l'époque a interprété en termes diplomatiques, c'est oui. Et on a vu le résultat, c'est-à-dire qu'il a envoyé le Koweït et boum, il s'en est pris une bonne. Eh bien, la Turquie a pris le même risque, je dirais. Hein. Mais apparemment, les Américains ont tenu parole et lui ont laissé carte blanche. Voilà. Alors, on n'a pas trop parlé de l'Iran, on n'en parlera pas trop ce soir, mais l'Iran est aussi une puissance d'équilibre qui va plutôt du côté de la Russie que du côté des intérêts sionistes, évidemment. Hein. L'Iran qui développe aussi des matériels de guerre qui ont fait leurs preuves contre Israël, qui tout simplement a pris une bonne douche avec des drones spécifiques très très précis et qui a pu mesurer toute la puissance de feu de l'Iran. Donc qui s'y frotte, s'y pique. Et les Israéliens étant intelligents, ils se sont rendus compte qu'il fallait mieux pas s'y frotter pour ne pas s'y piquer. Et donc, l'Iran est un sujet à part. L'Iran vit sa vie, vit sa façon, son islam aussi, hein, qui est pas le même qu'ailleurs, vit sa spécificité de pays, voilà, de pays de la région. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, les analystes aujourd'hui, ils s'en donnent à cœur joie pour essayer de trouver les raisons pour lesquelles la Syrie a été attaquée. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été mieux défendue? Voilà. Donc, je pense que là, les réponses ont été données. Alors, c'est pas ma réponse, hein, c'est la réponse que je trouve chez des personnes qui sont habilités pour donner leur avis sur ces sujets-là. Je pense pas du tout aux gens de plateau de télé qui viennent nous expliquer le pourquoi du comment, mais je pense plutôt à des gens comme déjà à des revues comme Réseau International qui nous donnent des articles fouillés sur ces questions-là. Et je pense également à Monsieur Messon, Thierry de son prénom, que nous connaissons bien en France parce qu'il est français notamment, mais aussi parce qu'il a il a écrit un livre sur le fait que la troisième tour, hein, où il n'y avait pas eu d'avion dans les tours, dans les tours jumelles ou je sais pas quoi. Donc il avait écrit un livre qui lui avait valu les honneurs, le déshonneur plutôt de ne plus paraître sur les plateaux de télé. Et puis il a participé au gouvernement libyen et il a participé aussi au gouvernement syrien, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui a vu les choses de près et qui se contente pas d'approximation. Voilà. Donc j'aime bien avoir des témoignages de ces gens-là. On peut éventuellement les soupçonner de mentir parce qu'ils ne peuvent que mentir ou dire la vérité. Ils ne peuvent pas être dans l'approximation. Si on a affaire à un menteur, tant pis, on s'est fait gruger. Mais sincèrement, j'ai pas le sentiment qu'il soit menteur, ce monsieur. Voilà. Donc
Grâce à lui, on sait des choses sur ce qui s'est réellement passé en Syrie, et voilà. Est-ce que, messieurs, vous avez un avis sur la question? Vu la situation, je pense qu'il n'y a pas possibilité de mentir. On sait très bien ce qui est en train de se passer actuellement. C'est Israël qui est en train de grignoter un petit peu de Liban, un petit peu de Syrie, un petit peu de partout. Bah, oui. Oui, je peux avoir un avis, effectivement. On appelle ça aussi un film pour Euh, l'humanité. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 5 sur 5. Chouette. Euh, j'ai entendu Philippe parler abondamment de ce qui se passe dans le monde et qui donne une impression de dualité. Alors, il y a des gagnants, il y a des perdants. Je me suis récemment amusé à inventer des règles nouvelles sur un échiquier. L'échiquier, c'est quelque chose de magnifique qui contient presque toutes les règles mathématiques, y compris le nombre d'or. Hein. Mais les règles du jeu d'échecs, qui consiste à ce qu'il y ait un perdant et un gagnant, créent de la frustration pour le perdant et un espèce d'orgueil complètement déplacé pour le gagnant. Il a gagné quoi? Il a mis un roi en échec, échec et mat. Donc j'ai inventé des règles nouvelles à partir du fonctionnement des pièces de l'échiquier. D'ailleurs, dans échiquier, il y a le mot chic. Hein. L'univers n'est pas dualiste comme on a voulu nous le faire croire, il est duoïste. À savoir que tout fonctionne par dualité. Par exemple, le Soleil et la Lune, la terrestralité et l'aspect céleste, la partie mâle et la partie femelle, tout ça, c'est des duos qui fonctionnent en parfaite complémentarité. Et donc, l'univers reste un malgré que nous utilisons le principe créateur pour créer des duels, des guerres. Donc, ce principe créateur n'a aucun jugement sur nos désirs. Ce que nous désirons, nous l'obtenons, tôt ou tard. Pour nous-mêmes, en premier ou en dernier, des fois on peut faire du mal aux autres, mais un jour, nous l'obtenons pour nous, ce que nous avons souhaité. Donc, le principe créateur reste un. Dans toutes ces guerres, il suffit de regarder que chacun reçoit l'accomplissement de ce qu'il souhaite, pour lui-même ou pour les autres. Et donc, pour ma part, j'observe dans toutes ces guerres l'unité, la réalité du principe créateur qui accomplit ce que l'homme désire ou ce à quoi il croit. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre à toi, hein. Merci. Alors moi je vais juste continuer mon petit déroulé si vous voulez bien, et puis ça va être assez rapide. On revient au fait que quelle est la question, quelle est l'attitude, pourquoi cette attitude de la Russie par rapport à cette attaque et quelle est sa stratégie? Alors effectivement, on peut se dire, tout simplement, elle n'est pas là pour défendre la Syrie, et elle a surtout un front de 2000 kilomètres en Ukraine à batailler, sur lesquels elle bataille. Donc, on peut imaginer que d'étendre ce front à une guerre généralisée dans le Moyen-Orient, c'était sûrement pas son objectif, et que même, il est bien possible qu'elle ait subi des provocations suffisantes pour justifier une intervention de sa part dans cette zone, mais qu'elle n'a pas cédé à cette provocation-là pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et il a préféré, comment dirais-je, abandonner en race campagne la Syrie plutôt que de continuer de faire, de transformer en bain de sang toute cette région et de tenir à bout de bras un régime qui était usé, quoi. Voilà. Donc il a accueilli tout simplement Monsieur Bachar el-Assad comme un ami, et ça je trouve que c'est quelque chose de relativement suffisamment rare pour être signalé en politique, parce que soit on demande l'asile politique, soit on demande l'asile à un ami, mais c'est assez rare de demander l'asile à un ami. Alors je suppose qu'il est parti à Moscou, Monsieur Bachar el-Assad, avec ses lingots, et que voilà, et que il a de quoi voir venir, voire même il a peut-être de quoi tout simplement payer son séjour jusqu'à la fin de ses jours en Russie. Et on lui souhaite une bonne acclimatation, parce que entre la Syrie et la Russie, c'est pas tout à fait le même climat. Et on espère que tout se passe bien pour lui et sa petite famille. Bon voilà. Ce que je veux dire. Et donc, défendre la Syrie aurait été un piège infernal pour la Russie. Et que devient donc dans ce cas-là la base russe au large de la Syrie? Eh bien, nous devons nous attendre à apprendre, c'est que cette base est maintenue malgré sa taille modeste, par rapport à l'armada occidentale des États-Unis, de la Turquie et d'Israël. Les bateaux russes ont quitté le port pendant l'invasion de la Syrie dans le cadre d'exercices préprogrammés.
et sont revenus à la même place, comme ça. Quelle force propose aujourd'hui la Russie pour qu'elle ait, comment dirais-je, son rond de serviette toujours dans cette zone de l'attaquer et de la Syrie? Quelle force représente-t-elle? Eh bien, c'est une puissance de feu toujours aussi brillante parce qu'elle dispose de ces fameux missiles hypersoniques qui ont l'immense avantage de ne plus combattre l'ennemi au près, mais bien plutôt au loin, avec une chance de succès des frappes voisine de 100%. Donc là, on est dans un contexte militaro-politique dans lequel la Russie représente un danger permanent où qu'elle soit. Même quel que soit son nombre. C'est-à-dire que quelques bateaux qui pourraient être relativement faciles à couler si on s'y mettait à plusieurs armées, eh bien on ne le fera pas parce qu'on risque de se prendre un missile à Vélos Mach 10 ou Mach 20 qui sera arrivé avant même qu'on ait pris conscience du fait qu'il était parti. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Et ça calme, je dirais que ça calme. Donc on ne peut plus faire n'importe quoi. Et qui distribue les cartes? Eh bien automatiquement, mécaniquement, c'est celui qui a le plus gros bâton ou qui a la différenciation la plus évidente au niveau matériel, c'est la Russie. Elle a à la fois la différenciation technologique au niveau des armements, mais elle a aussi des fantassins en nombre qui en nombre représentent plus que la masse de ses ennemis putatifs, en passant par les États-Unis bien sûr et les autres. Donc ça veut dire qu'elle est armée pour se battre. Mais même quand elle est au loin, même quand elle est dispersée, étalée, etc., on ne l'attaque pas pour ce qu'elle représente de capacité de représailles. Voilà. Voilà. Donc, alors on remarquera que c'est avec les mêmes armes mirobolantes, on va les appeler comme ça, que les fameux Houthis, je sais pas comment on les appelle, au Yémen, on me pardonnera parce que je sais qu'ils ont un autre nom et que celui-ci est relativement péjoratif, mais je l'ai pas sous les yeux. Ces tribus ou ces ethnies, ces habitants tout simplement du Yémen, ils mettent en échec les bateaux porte-avions des États-Unis d'Amérique en mer Rouge. Ça, c'est quand même pas banal. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient rien ou pas grand-chose, qui se prenaient des attaques au canon depuis l'Arabie saoudite il n'y a pas si longtemps et qui n'étaient pas armés, sont passés d'un stade d'éleveurs de chèvres dans le sud du Yémen, enfin dans le sud de l'Arabie saoudite, pardon, et ils sont passés de ce stade-là à un stade de soldats aguerris, suffisamment aguerris et suffisamment instruits pour pouvoir utiliser des engins qui font fuir les porte-avions américains quand même. Hein. C'est pas rien. Donc voilà, le contexte il est en train de se resserrer. Mais la partie entre la zone des BRICS, donc la zone des BRICS, je rappelle, hein, c'est la Russie, c'est le B comme Brésil, comme quoi c'est pas que l'est de l'Asie, c'est évidemment la Chine et c'est l'Inde, et puis bien sûr la Russie. Donc, voilà. Donc la partie entre la zone des BRICS et l'Occident collectif, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et les États-Unis d'Amérique et le Canada, est loin d'être terminée. Et c'est au moment où la Russie semble être au plus bas, parce qu'elle n'a pas pu, ou elle n'a pas su, ou elle n'a pas voulu défendre la Syrie, que cette même Russie réalise son meilleur coup stratégique en attirant au Moyen-Orient les armées de ses ennemis ou semi-amis. Alors on va parler de la Turquie. Le cas de la Turquie est un peu particulier, c'est un je t'aime moi non plus avec la Russie. Hein. C'est-à-dire que la Turquie a réussi à jouer sur les deux tableaux de façon très officielle d'ailleurs. Un coup, elle est pro-américaine, un coup, elle est pro-russe, et selon ses intérêts. Voilà. Et elle part du principe qu'elle est très forte aussi parce que, d'une part, elle a un matériel militaire relativement conséquent, c'est exact, mais surtout, d'autre part, elle a une stabilité politique avec un Erdogan qui est en place depuis une vingtaine d'années, quoi. De même que Poutine. Donc ça vous installe un pays, quoi. Ça le boulonne dans ses projets militaires, stratégiques, économiques, etc. Donc il faut voir, hein, la Russie devait s'écrouler sous le poids des sanctions occidentales et son économie n'a jamais été aussi florissante. Donc ça, c'est ce que dit l'Occident. Hein. La Russie va s'écrouler économiquement, elle n'a pas les moyens, etc. Blabla. Et ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant que la Russie nous apporte la preuve exacte du contraire. Alors, nous qui en faisons les frais. Pardon? Nous qui en faisons les frais pour ce qui est des services, par exemple d'électricité, de gaz, etc. C'est nous qui avons frais, oui, effectivement, on a frais et on en fait des frais, c'est tout à fait ça. Alors, son gaz coupé à Nord Stream 2, ben oui, le gaz russe coupé à Nord Stream 2, donc elle vend ses surplus à l'Inde, qui fait commerce à sa place.
Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Il a suffi qu'elle réoriente ses distributions et ses ventes vers l'Inde, qui se fait un plaisir de revendre ça à tous les pays du monde, moyennant une petite marge supplémentaire. Donc voilà. Donc, et puis l'économie de guerre où la Russie se trouve désormais dépasse en capacité la production militaire de l'ensemble des belligérants ennemis, réels ou putatifs. J'ai déjà dit tout à l'heure ça. Et en plus, elle s'ouvre au Quantum Financial System, voilà, qui est un nouveau système bancaire, qui n'est plus bancaire justement, de système financier qui ne passera plus par les banques et qui ne tolérera plus les tricheries de ces chers banquiers, quoi. Voilà. Et puis aussi, et on remplace du coup le système américain SWIFT, qui est le système d'échange de cet argent, de circulation de cet argent. Voilà. Donc ni plus ni moins. Donc on s'attaque à la fois au militaire, à l'économique avec le gaz et le pétrole, et on s'attaque aux financiers par le système SWIFT et le QFS. Donc là, on a la totale, et la Russie, elle est présente sur tous ces tableaux, et elle est forte sur tous ces tableaux. Donc voilà, on est vraiment sur un changement de paradigme. Alors moi, j'ai envie de dire, conclusion, hein, puisqu'on n'en est pas loin, le Moyen-Orient, avec toutes ses richesses minières, gazière, pétrolière, n'a pas fini d'attirer les convoitises, toutes justifiées par des reprises de territoires sans existence politique ou même ethnique, et bien souvent sans titre de propriété de la part des colons. Hein. Donc c'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Donc le Moyen-Orient, c'est une tragédie, quoi. La tragédie, c'est pas la tragédie grecque, quoique, on pourra en parler, de la Grèce aussi, j'espère qu'on en parlera un jour. Mais il y a malheureusement du pétrole partout dans le sous-sol grec, on peut en parler. Il y a malheureusement du gaz partout au sud de la Turquie, dans la mer. Il y a malheureusement du pétrole un petit peu réparti dans différents endroits, ce qui attire les mouches et les convoitises des grands de ce monde. Et quels sont les objectifs des grands de ce monde? Ben, disons pour Israël, c'est de conserver ou de créer un précaré encore plus important, qu'on va appeler le Grand Israël, qui va aller de Nil à l'Euphrate, n'est-ce pas? C'est leur vision des choses. Quant aux États-Unis, bah, beaucoup plus clairement, beaucoup plus simplement et beaucoup plus prosaïquement, ce qu'ils veulent, c'est tenir tous les passages où circulerait soit du gaz, soit du pétrole, pour jouer, vous savez, là, quand on a joué, quand on était enfant au Monopoly, chaque fois qu'on passait sur la case d'une gare, on touchait de l'argent. Bah, c'est ça qu'ils veulent faire. Hein. Donc, Non, c'est sur la case départ. Quand on tombait sur une gare, selon à qui elle appartenait, on devait payer. C'est sur la case départ, on touchait 20 000 francs à ce moment-là. Oui, mais tout le monde le touchait. Alors que là, c'est plutôt la première solution, effectivement. C'est quand vous passez chez moi, donc vous payez, quoi. C'est un péage. Donc, ils veulent transformer le péage partout dans le monde, hein, tout simplement. C'est ça qu'ils veulent. Donc, maîtriser, évidemment, les territoires qui sont concernés. Voilà, l'ambition des États-Unis d'Amérique. Alors, je pense pas qu'il y ait que ça. Mais en tout cas, c'est une idée qui a été soufflée par Monsieur Messon, et je la trouve bonne. Enfin, c'est plus qu'une idée. Pour lui, c'est une analyse. Hein. Voilà, donc conclusion, donc voilà ce que je voulais dire. Hein, ça attire les convoitises de tout le monde et elles sont pas justifiées. Alors effectivement, les Turcs disent bah oui, mais il y a une partie du territoire syrien qui me revient, etc. Mais bien sûr, en cherchant bien. Et puis on peut piller n'importe quel pays avec des prétextes comme ça. Hein. Comme ça, on peut dire que l'Allemagne revendique l'Alsace et la Lorraine, mais que c'est pas grave parce que en contrepartie, elle nous fournira tout son charbon polluant. C'est comme sympathique. Ça pourrait être une belle négociation, ça, à la manière de Monsieur Macron, par exemple. Hein, voilà. En échange de l'Alsace et de la Lorraine, ça serait amusant. Donc voilà, donc on peut fantasmer à l'infini en fonction du droit du plus fort, hein, bien évidemment. Si vous avez le droit avec vous, mais que vous n'avez pas la grosse artillerie, c'est pas la peine de vous présenter. Aujourd'hui, on en est là, on est sur la loi du plus fort. Pour l'instant, c'est-à-dire que demain, le droit reprendra ses droits, sans jeu de mots, et effectivement, on espère bien qu'un jour les choses se mettent d'aplomb, mais pour l'instant, c'est pas l'air du temps. Hein. Alors la visée de la Russie, en ce qui la concerne, c'est la même au XIXe siècle, de permettre le passage des mers chaudes depuis la mer Noire, donc la mer Noire, elle est chaude, hein, puis par le Bosphore, qui est au sud de la mer Noire, et puis ensuite en direction de Suez ou de Gibraltar. Ce sont des ouvertures que les alliances de toute nature contre la Russie ont cherché à empêcher au cours du temps. Il semble qu'aujourd'hui l'avantage militaire penche du côté russe. Poutine a le choix entre la négociation demandée par les Occidentaux, c'est-à-dire on va attendre que les Occidentaux viennent avec le drapeau blanc et demandent à M. Poutine on négocie,
Et alors ça, c'est la première option. Et la deuxième option, où la guerre à outrance avec les mêmes, quoi. Parce qu'on sait que malheureusement, les Occidentaux, ils sont un petit peu sur des logiques mortifères. Voilà, mais bon. Alors, disons que Monsieur Poutine, lui, il se voit mal vainqueur de ceux qui sont ses clients aujourd'hui et qui seraient demain transformés en tas de cendres. Ça serait dommage, il n'aurait plus de clients, quoi. Quant à l'Occident, aveuglé par sa volonté d'en découdre dans une troisième guerre mondiale, il suit des logiques mortifères que seul Trump semble en position de contrecarrer. Donc ma conclusion, c'est qui voudra la vie verra. Très bien, très bien. Eh bien, si vous me permettez, je vais conclure également. Casser des briques pour de nouvelles montagnes russes. Il faut savoir une chose, c'est que ici, au Conseil national de transition français, Canal historique, ce sont des montagnes que nous cassons. Oui, nous cassons des montagnes pour une France un peu plus libre et un peu plus démocrate tous les jours. Allez, prochain rendez-vous, ce sera mercredi, aux alentours de 19h. Excellente soirée et excellent début de semaine à vous également. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Merci.